Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Les grands débats du matin et avant les grands débats dans un instant, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, vos appels au 0826 300 301 parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on va aborder. Comme chaque mercredi, donc avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour Patrick. Le comparateur des programmes de la présidentielle. Et ce matin, eh bien, on va s'intéresser à l'éducation. L'éducation dans la campagne. Pour l'instant, finalement, il n'y a pas beaucoup de propositions, disons, originales sur l'éducation dans cette campagne. Non, c'est sûr Patrick, en réalité, à part proposer de doubler les salaires des professeurs comme Anne Hidalgo ou d'augmenter les salaires de 15% comme Jean-Luc Mélenchon, de créer des centres d'éducation fermés comme Marine Le Pen ou supprimer Parcoursup comme Anne Hidalgo ou revenir sur les bacs L, S et ES et la blouse aux primaires comme Éric Zemmour et par exemple comme Christiane Taubira d'appliquer la carte scolaire au privé. Il n'y a pas tellement de choses très révolutionnaires dans les propositions sur l'éducation. Juste une piste chez Valérie Pécresse qui propose de créer des nouvelles écoles, des écoles publiques mais sous contrat, avec plus de liberté pour recruter les équipes, etc. Mais ça concernerait seulement 10% des écoles. Donc on voit qu'aucun candidat ne remet vraiment en question à ce stade le quasi-monopole de l'éducation nationale, ce qui est très étonnant vu les résultats de la France en éducation. Oui, et certains bruits circulent avec insistance. Le président de la République arriverait dans la campagne, donc dans quelques jours, avec des propositions très disruptives sur l'éducation. Oui, on se souvient de ce qu'il avait dit à Marseille, et puis déjà, il y a des bruits qui circulent. On parle d'autonomie des directeurs d'école, de micro-collèges, de micro-lycées, d'augmentation des rémunérations des professeurs contre davantage de présence en classe, de la suppression du CAPES, de la fin de l'emploi à vie des professeurs. C'est ça qui a filtré pour l'instant du futur programme. Et si c'est vraiment ça qui figure dans le programme, eh bien, clairement, c'est du lourd. Oui, parce qu'on dit souvent que nous sommes mal classés, que la France a décroché en éducation, notamment sur les classements PISA. Oui, la réalité, clairement, elle est très très préoccupante parce qu'on a eu des résultats de la journée citoyenneté et défense et ces résultats sont mauvais. Un jeune sur 20 est illettré en France. Donc ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation majeur. Et puis dans les classements PISA, on sait que la France n'est que 23e en lecture sur 82, 25e en mathématiques et en sciences. Mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est pas du tout les mêmes résultats entre public et privé. Par exemple, sur les évaluations de 2019 en CM1, par exemple, dans le public, les élèves maîtrisaient le français qu'à 75,5%, alors que dans le privé, c'est plus de 89%. Donc on voit qu'il y a des écarts énormes entre public et privé sur les résultats. C'est ça. Dans le modèle de l'école privée sous contrat, donc ce modèle de l'école privée sous contrat pourrait être peut-être l'avenir de l'éducation en France, alors si je vous suis là. Clairement, sortir du statut, embaucher sous contrat, permettre aux proviseurs de choisir leurs équipes pédagogiques, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, faire sauter une règle obsolète qui est même pas dans la loi, qui est dite du 80-20. Cette règle, elle veut dire, Patrick, qu'il n'y a que 20% des élèves d'une classe d'âge qui peuvent aller dans le privé pour leur enseignement. Donc ça veut dire que clairement, si on veut permettre plus de diversité dans l'enseignement, si on veut permettre que les parents puissent choisir entre plusieurs types d'écoles, eh bien, il va falloir faire sauter cette règle. Sinon, on va continuer à faire des grands débats sans que véritablement rien ne bouge. Et la diversité, la concurrence, la pluralité d'offres d'enseignement, c'est ça qui fait que les pays, notamment du nord de l'Europe, ont des meilleurs résultats en éducation que nous, et notamment dans les classements PISA. Oui, merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier donc pour ce comparateur et ces idées qui pourraient venir. Et donc peut-être que dans la dernière ligne droite de la campagne, on parlera justement d'éducation. Je rappelle aussi votre livre, Le vrai, et oui, il faut l'espérer, Le vrai état de la France, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Et chaque semaine, donc, ce comparateur des programmes de la présidentielle qui est à réécouter donc en podcast sur sudradio.fr. Merci.
Et donc, quel avenir pour l'avenir de nos enfants? 0826 300 300. Oui. Vous voulez réagir peut-être Oui. sur les écoles, les enseignants, la place sur les discriminations, l'écologie, voilà, 0826, on vous attend, vous Oui, ça c'est vrai. Ce que disait Agnès Verdier-Molinier à l'instant, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, vous en avez entendu parler aussi, quoi, de cette possibilité d'entrer en campagne d'Emmanuel Macron avec des propositions qui seraient assez, j'allais dire, fracassantes, entre guillemets, quoi. Oui, il va, parce que, pardon, bonjour Elisabeth, Ouais. excellent édito ce matin sur l'ADI. Bonjour, Ouais. cher François. Que j'aurais signé dès demain, vraiment. Bon, très bien. Vous avez qu'à les faire maintenant. D'accord. On aime bien Les ceux qu'on gâte. éditos. Non, non. Je vous laisse entre vous, je vous sers un petit thé et puis tout va bien. Super, Hein, et voilà, on reste c'est avec ça. Cécile Ouais. entre filles, Et on un a des slow. trucs à se raconter. Voilà. Oui, Vas-y. alors on annonce des mesures disruptives sur Ouais. l'éducation, on annonce aussi des mesures disruptives sur la réforme constitutionnelle, vous voyez, Emmanuel. En fait, la réalité, c'est qu'il veut faire en 5 semaines ce qu'il n'a pas fait sur un long parcours du combattant de 2 mois, parce que il est bien facile de dire que tous les présidents font ça. Ça n'est pas vrai. Le seul qui a fait ça jusqu'au dernier moment, c'est François Mitterrand en 88, à 1 mois du premier tour. Emmanuel Macron n'en sera pas loin, puisque de toute façon la Saint-Glinglin, ça s'arrête le 4 mars. Donc voilà, il sera quasiment à 1 mois de la présidentielle. Tous les autres se sont déclarés 2 mois et demi avant, que ce soit Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, donc ou Valéry Giscard d'Estaing. Il pousse le bouchon jusqu'au bout. Il va compenser avec on nous dit, des meetings gigantesques, avec probablement Ah des bon, propositions. j'avais compris que non, au contraire, très peu de meetings Non, finalement. écoutez, alors c'est pour ça que je suis assez prudente. Ouais. Ouais, alors je suis assez prudente sur tout ce qui circule, mais parce qu'il y a beaucoup de visions, je pense, qui s'affrontent dans l'équipe de campagne. A priori, on est sur 4 ou 5 énormes meetings, Ouais. des propositions disruptives sur l'éducation Ouais. et également sur la constituante. Il serait capable de piquer la constituante à Mélenchon, pour être. Ah bon? Mais Enfin, pas sous revu, le. remanié. quoi, Remanié c'est ça. par Ouais. lui pour être le président qui change la constitution. Elisabeth Lévy. Non, mais alors moi, je vais pas revenir sur Emmanuel Macron, puisque Françoise a, je pense, Oui. fait un bon diagnostic. panorama Mm. des bruits. Non, je voudrais revenir sur la chronique d'Agnès Verdier-Molinier. Alors Oui, c'est très oui. bien, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais là où elle a raison, si vous voulez, c'est que c'est un problème qui devrait obséder les candidats. Ouais. Mais moi, je crois pas que le problème aujourd'hui, elle a raison aussi de dire que moi, quand j'étais petite, je me rappelle qu'on nous disait, si tu travailles pas bien, tu iras dans le privé. Ouais. D'accord? Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est si tu fais rien, tu resteras dans le public, tu resteras à l'éducation nationale. Et ça, c'est terrible. Mais je pense que l'urgence, c'est pas la pluralité des offres. L'urgence, si vous voulez, c'est de remettre les savoirs fondamentaux à l'école. Elle l'a dit à la journée citoyenne. On s'est rendu compte que elle a dit combien? Un élève sur 5? Oui, Non, un oui. sur 10? Oui, Un oui, jeune oui. sur 10? Oui. Je crois. Enfin, un chiffre énorme. Était illettré? Et ça veut dire, si vous voulez, qu'avant... 1 sur 20. 1 sur 20. 1 sur 20, pardon, mais c'est énorme, c'est Ouais, énorme. ouais. Avant de sophistiquer les offres, eh bien, il me semble que ça, c'est une urgence absolue, c'est de remettre les savoirs fondamentaux, donc de remettre de la verticalité, si vous voulez, et pas de multiplier les filières, les méthodes anciennes, à mon avis, pour les apprentissages de base, elles sont très bien. Et je crois que c'est ce que les parents demandent, en Je fait. suis d'accord avec évidemment, aujourd'hui, c'est la concorde Embrassons-nous, nationale. faut le dire. Falville. Je suis absolument d'accord. Je pense que la sophistication, en plus, tout le monde s'y perd, parce que entre la somme des réformes depuis 10 ans, je veux dire, parents Ouais. d'élèves, c'est d'une complexité. Il faut avoir fait bac plus 5 pour C'est un être métier, ouais. parent d'élèves, quoi. Plus la pandémie au milieu, comprendre les protocoles. Je vous dis pas, tout le monde est à bac plus 10 maintenant. Donc, il faut revenir véritablement au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est comment on apprend à lire, à écrire, à maîtriser le langage, à maîtriser la réfléchir. grammaire, et Comment on apprend à réfléchir par soi-même. et à être un citoyen dans cette République. C'est ça, en fait, la chose que l'on demande. Et puis avoir effectivement à sujet des fondamentaux et peut-être revoir aussi l'éducation, les cours, quoi. Non, il y a sans doute aussi des réformes à faire, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a très peu de codage, mais on continue de faire du dessin ou d'avoir des cours de musique où on n'apprend pas grand-chose? Est-ce qu'il ne faut pas Non, revoir Patrick, un petit peu les là. choses? Bah si. mais moi, je suis pas d'accord avec Bah vous. oui, mais vous n'allez pas supprimer
supprimer les cours de dessin et de musique. Il faut au contraire. Oui, et alors les cours, moi, les cours par exemple pour compter, sur l'économie, d'avoir en fait un minimum, d'avoir en fait aujourd'hui un minimum en fait sur l'éducation en fait numérique, d'avoir en fait du codage qui est en fait complètement utile. Je vais vous dire un truc sur l'éducation numérique. Pourquoi ça on ne le reverrait pas? Non, je vais vous dire un truc sur l'éducation numérique, c'est la seule chose qu'ils apprennent tout seuls. Prenez n'importe quel môme, excusez-moi, il sait se servir de ça très facilement. Non, c'est faux, c'est faux. Elisabeth, il sait utiliser en fait son portable sur 2-3 fonctions, mais en revanche ils ne le savent pas en fait sur le reste. Alors ça, non mais moi je suis absolument pas d'accord avec vous. Dis donc j'ai eu un mauvais point là. Je te dis pas t'as le bonnet d'âne là. Tu vas recopier 10 fois, j'apprendrai le codage numérique. Non mais alors vous allez m'en coller un aussi parce que je trouve ça complètement fou qu'on puisse envisager, je veux dire, de supprimer le dessin, la musique. Mais non, mais c'est pas le problème. Enfin, quand même, les sciences humaines, c'est. Est-ce que vous savez ce que font les Françoise Devoix, est-ce que je peux finir une phrase? Non, mais vous êtes très sympa, vous. Mais bien sûr, vous me répondez pas. Est-ce que vous savez ce qu'ils font aujourd'hui en dessin et en musique? La plupart des élèves collégiens. Mais c'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je sais que j'ai des amis qui ont des enfants qui ont été au conservatoire grâce à ça. Alors ça, c'est autre chose. Non, écoutez, pas grâce à ça. Mais arrêtez de nier l'évidence. Qu'est-ce qu'il faut, Patrick? Répondez à votre question. Excusez-moi de vous le dire, mais les sciences humaines, on va pas passer notre vie à être dans la science dure. Enfin, entre ceux qui veulent supprimer le grec, le latin, maintenant le dessin, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va apprendre à 4 ans qu'est-ce que c'est qu'un PIB et le codage numérique. Il faut quand même à un moment donné ouvrir les cœurs. Le dessin, ce n'est pas à 4 ans. Le dessin, évidemment, qu'on peut le maintenir en école primaire, mais il y a une véritable réflexion. Mais il y a une véritable réflexion, je pense, quand même à faire autour de ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours en proposer, mais peut-être ne pas le rendre en fait dans cette manière. Non, mais je pense qu'il y a une véritable en fait. Oui, vous pensez qu'on est en retard. Ouais, d'accord. Supprimez pas la musique. Soyez sympa. Pardon. Initier les enfants. Parce qu'on n'en fait pas. Initier les enfants à l'histoire de l'art, à l'histoire qui est aussi l'histoire de l'Occident. Et de l'Orient aussi. Et franchement, non mais je veux dire, c'est aussi notre histoire. Bien sûr. C'est très important. Allez, on refera un débat. Non, mais c'est fondamental. On est d'accord en plus, Elisabeth et moi, ça craint. Ouais, non, mais fondamental d'apprendre en fait des choses où véritablement il y a du contenu. Et oui, d'accord, ça c'est que vous dites. Il joue pas de la flûte. Il joue pas de la flûte en cours de musique. Pas de pipeau. Dans un instant, c'est Eric Revel en campagne et on va revenir aussi sur la Russie. Et puis si vous voulez réagir sur toute l'actualité, que ce soit donc sur l'éducation nationale, comme on dit en fait à l'instant, ou alors sur la question aussi des parrainages, avec Marine Le Pen qui a décidé de suspendre sa campagne. Est-ce que vous estimez qu'elle a raison ou pas? On vote sur les réseaux sociaux et surtout vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis les sanctions sur la Russie, sur Poutine, est-ce que vous avez le sentiment que ça va vraiment faire reculer le chef du Kremlin? Là aussi vous nous appelez. A tout de suite, il est 8h59. 9h05 et tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Éric, vous m'entendez bien? Absolument. Bon, alors Éric, nous allons parler évidemment de la situation avec l'Ukraine et le revers diplomatique pour Emmanuel Macron, notamment dans la crise ukrainienne qui est marquant. Comment rebondir et annoncer sa candidature? Parce que le timing est serré et le temps est compté pour le président. Ah oui, ça devient vraiment un vrai casse-tête, je pense. Il ne faut pas prendre les choses à la légère, et je pense que du côté de l'Élysée, on ne les prend pas à la légère. Je ne sais pas si vous avez vu, le journal Le Monde parle de l'affront diplomatique infligé par Poutine à Macron. Alors, avec un tel revers, vous avez raison, quelle est la fenêtre de tir pour entrer en campagne? Ces questions, évidemment, se bousculent à quelques semaines de l'élection présidentielle. En plus, si vous vous souvenez bien, Emmanuel Macron avait indiqué qu'il n'entrerait en campagne que lorsque le pic de la crise ukrainienne serait passé. Or, on constate quoi? On constate que d'heure en heure, en tout cas, si on en croit les déclarations alarmistes de Poutine, d'heure en heure, cette crise atteint sans cesse de nouveaux sommets. Donc, le pic de la crise ukrainienne n'est pas derrière nous. Donc, Macron ne peut pas entrer en campagne. Oui, et si la crise en Ukraine dégénère, est-ce que Emmanuel Macron peut être candidat sans faire campagne, faire fi? Oui, c'est toute la question. Bien sûr. Faire fi de son expérience, etc., en pleine tempête, quoi. Si la Russie envahit l'Ukraine, Patrick, et qu'une guerre menace vraiment les portes de l'Europe, il y a les gesticulations, les moulinets de Poutine, même s'il fait peur, mais enfin, il faut quand même voir. Vous avez raison, on voit mal le chef de l'État trouver le trou de souris médiatique
pour développer même un programme en vue de sa réélection. Ce serait complètement à contretemps et on aurait le sentiment, si les choses empirent à l'Est, qu'il préfère la politique française à la paix dans le monde, enfin si je suis un peu grandiloquent. Ouais. Mais d'un autre côté, si la situation dégénérait vraiment militairement en Ukraine, les Français l'ont montré dans le passé, ils ont plutôt le réflexe de laisser les clés de l'Élysée ou à celui qui est en poste, qui est aux manettes depuis 5 ans, plutôt qu'à un novice qui débarquerait en pleine crise. Donc cette élection présidentielle marquée par la radicalité politique est aussi totalement atypique au vu du contexte international. Ouais. Personne ne peut imaginer qu'il ne soit pas candidat, même si la période est trouble et complexe. Alors, vous avez raison, la période, elle est à toutes les supputations, mais du coup, certains se rappellent de propos qui résonnent étrangement. Vous en souvenez? C'était aussi de Brut. On était en 2020. Emmanuel Macron avait tenu des propos mystérieux. Alors, peut-être un peu, retenez-moi où je fais un malheur, mais quand même, Emmanuel Macron avait évoqué des circonstances qui rendraient impossible le fait qu'il puisse être candidat, je ferme les guillemets. Bon, c'est la politique fiction, mais François Hollande avait renoncé finalement à se représenter pour d'autres motifs. Alors c'est vrai, Emmanuel Macron caracole en tête des sondages, mais avec la crise ukrainienne, il est peut-être condamné à être président jusqu'au bout si la crise dégénère, au risque de ne jamais être candidat si les circonstances l'exigeaient, ou alors dans une sorte de blitzkrieg. Cette campagne présidentielle atypique, je le disais, laisse la place à toutes les supputations de politique fiction, et on peut en faire autour d'analyses qui se tiennent. Ouais. Cette élection présidentielle, alors que le pays est traversé par des tensions internes dans un contexte international dangereux, cette élection présidentielle, je le crois, Patrick, peut réserver encore bien des surprises. Ah, bah, est-ce qu'elle peut réserver des surprises en fait à ce moment-là, Françoise de Gois? Qu'est-ce que j'ai, moi, aujourd'hui? Oui. Je suis en accord avec Éric Revel et Elisabeth Lévy. Alors, c'est vous dire si cette présidentielle nous tourne boule quand même la tête. Oui. Non, blague à part, je suis d'accord avec Éric Revel. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Je pense que c'est pas simplement le fait qu'il reste 5 semaines. 5 semaines, c'est très long. À la vitesse où vont les choses, parce que c'est de la conduite sur verglas. On voit bien, vous savez, il y a 3 personnes là pour le second tour. Oui. Est-ce que Macron... Emmanuel Macron. Bien plus que ça. Non, 3 pour le second tour. Pour celui-ci, on considère que la place de Macron est comment dirais-je, sanctuarisée pour le second tour. Il est en tête. Il y a 4 personnes. Non, il y en a 3 plus peut-être Mélenchon. Il y en a 3 moi je mets Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen. C'est pour ça que je dis que le cauchemar des sondeurs commence. J'en discutais hier avec les amis de l'IFOP en disant si ça continue comme ça, on va être à 4 personnes pour le second tour, 4 candidats potentiels, Pécresse, Le Pen, Zemmour et Mélenchon, avec la difficulté de les départager dans un mouchoir de poche. Donc je crois que, et puis l'idée de est-ce que Emmanuel Macron est candidat, c'est vrai que tout le monde la balaye en disant c'est évident, attendons le moment où il le fera. Mais c'est comme on est dans le coup de théâtre permanent dans cette élection, pardon, arrêtez de raconter des histoires. Peut-être qu'on rêve notre vie éclairée. Elisabeth. Pardon, évidemment qu'Emmanuel Macron sera candidat et du reste, comme l'a dit Eric, la crise internationale va plutôt lui donner des ailes que l'inverse, à mon avis. C'est-à-dire effectivement jouer de sa stature, même si il a su bien camoufler, mais là je l'accablerai pas sur ce coup-là, si vous voulez. Je suis pas sûr qu'on puisse lui reprocher que Poutine se soit moqué de lui, ce qui est le cas. Non, mais moi ce que je trouve en fait, c'est que cette campagne qui nous était annoncée comme morne pleine, on sait que le deuxième tour ça va être Le Pen-Macron, on sait que Macron va gagner après le deuxième tour. Finalement il y a au moins ça, c'est qu'on s'ennuie pas. Voilà. Je pense que d'un côté il y a Éric Zemmour qui a quand même mis de la vivacité, il a mis de la hauteur dans le débat. Après, on peut détester ses idées, mais au moins il les a mises sur la table. Et si vous voulez, on sait pas on a été obligé de s'emparer de ces sujets. Il y a, comme l'a rappelé Françoise, 4 candidats touche pour le deuxième tour. La remontada de Jean-Luc Mélenchon, peut-être, alors qu'il est on n'en sait rien.
si vous voulez, parce qu'il y a deux Mélenchon. Alors, si vous voulez, moi, j'oublie jamais quand je vois le bon Mélenchon des meetings, qu'il y a le Mélenchon odieux, méprisant, cassant de toutes ces émissions où il traite les gens, vraiment, c'est honteux. C'est vraiment une honte. Donc, et qu'il y a le Mélenchon woke. Ça, je ne l'oublie jamais. Mais ce que disait Éric, qui est toujours avec nous, Absolument. Et Éric, ce que vous sous-entendiez, c'est que Emmanuel Macron peut être bien sûr candidat, mais sans faire véritablement de campagne, sinon en fait une campagne éclair, quoi. J'allais dire une campagne de Russie. Oui. Alors, on peut même, imaginer qu'il soit réélu sans avoir fait ni campagne, alors en se déclarant candidat. Bien sûr. Il peut très bien le faire la veille. Si les circonstances sont dramatiques, s'il veut incarner, comme disait Françoise, cette stature de chef d'État derrière laquelle il court, à mon avis, depuis le début de son quinquennat, peut-être que même là, dans la difficulté, avec l'affront, le camouflet, la gifle que Poutine va lui mettre au coin du museau, peut-être qu'il a cette possibilité de faire grandir sa stature. Et du coup, il n'a pas besoin de faire campagne. Il peut juste dire les circonstances sont dramatiques en Europe, je suis le président de la République, j'ai les manettes en main, je ne vous lâcherai pas, tiens, je ne vous lâcherai pas. Ouais. Je ne les lâcherai pas, ces manettes. Et ça peut marcher. Et ça peut marcher. Et ça peut marcher parce que, rappelez-vous que historiquement, quand le pays a passé des moments très difficiles de guerre ou pas, souvent celui qui est en place, même s'il n'est pas aimé ou même s'il n'est pas souhaité par certains, et ben en fait, les Français ont le réflexe de la prudence, il est en place, il connaît mieux que celui qui arriverait. Et ça peut jouer en sa faveur. Oui. Enfin, quand même, je vous rappelle que François Hollande, qui a été le président des attentats, si vous voulez, est parti de façon assez piteuse. Oui. Juste Patrick, je voulais vous dire votre comparaison. Faites attention parce que la campagne de Russie, vous savez que ça se termine par la Bérésina. Non, mais bien sûr. Mais ça s'arrête là. Oui, 0826 300 300. Hein, oui. Avec Christian qui nous appelle des Pyrénées. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Oui. Eh bien écoutez, bonjour. Bonjour. Tout le monde. Bonjour Christian. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc je voulais juste m'exprimer sur l'Ukraine en fait. Et rapidement, j'ai un petit conseil pour Macron. S'il veut risquer absolument rien, il n'a qu'à pas se présenter, il sera tranquille. Et nous aussi. Donc pour l'Ukraine, j'écoute depuis le début, je lis pas mal de choses. En fait, l'Ukraine, tout simplement, c'est parce que il faudrait revenir aux bases parce que les gens sont perdus. C'est l'OTAN, on est bien d'accord. Vladimir Poutine ne veut pas qu'on s'installe dans ses environs. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Alors, ça. quelle est cette enfin, vous le savez comme moi, vous êtes journaliste, vous êtes sûrement meilleur que moi. On est en train de monter en épingle une guerre. Vous avez vu les titres de journaux. Ça me fait penser à Macron quand il a fait sa truc avant les élections. Il était en guerre. Il est toujours en guerre. Enfin, le type le Covid, la guerre. Bon, j'ai un problème avec ça, c'est que dans l'information, on est en train d'essayer absolument de porter ça sur Poutine. Le mec il dira non, vous le savez comme moi. De toute façon, c'est niet, c'est ça qu'on dit en russe. Donc c'est non. Et puis on fera tout ce qu'on veut au niveau des journaux et du reste. Le type il baissera pas les bras parce qu'on sait très bien que c'est pas nous, les Européens, qui est le plus important dans le coup. C'est dirigé par un gars qui est aux États-Unis. Je pense que vous avez des très très bons journalistes sur votre plateau et ils en déduiront, à mon avis, ce que je pense, c'est que on est en train de se traîner un boulet. On est content, on a de l'info, c'est plus le Covid, maintenant c'est l'Ukraine. Alors c'est malheureux effectivement qu'il y ait des choses comme ça, mais restons quand même sains sur le système, je suppose. On veut mettre l'OTAN, sachant que je crois que Macron il y a un moment il voulait sortir de l'OTAN, je crois, non? Il disait surtout que c'était en état de mort cérébrale, quoi, l'OTAN. Mais là ça l'arrange un peu mieux, je trouve. Enfin, c'est pas pour ça. En fait, faites attention, je suis pas sûr qu'il va se présenter. On sait jamais. On va prendre ses désirs pour des réalités. Même moi, je lutte contre ça.
À mon âge, j'ai encore des désirs et je suis content. Non, mais alors, s'il ne se présentait pas, vous imaginez, il n'y aurait personne d'autre qui se présenterait dans l'actuelle majorité, quoi. Ce serait un puisqu'il n'y a pas eu de candidature, donc non, ça je pense que non. En revanche, qu'il n'annonce pas sa candidature immédiatement, parce que c'est pas même s'il a officiellement les candidatures le 4 mars. Après, il n'est pas obligé de dire immédiatement, voilà, je suis candidat, etc. Même non, si mais on le force. Vous vous rendez compte quand même que non, mais à un moment donné, il fuit le débat, c'est évident, parce que sous ses airs un peu de matamor, Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un d'aussi assuré que cela sur le plan pur de sa psyché. Donc c'est clairement, je comprends très bien qu'il veuille pas s'enlever le bouclier élyséen, mais la réalité, c'est que le piège aussi, c'est de donner le sentiment qu'on fait une campagne par-dessus la jambe, que c'est une simple formalité. Vous savez, depuis qu'il gouverne, Emmanuel Macron considère tout type d'élection comme une formalité. C'était déjà le cas pour les municipales, c'est tellement une formalité qu'il n'y a aucune information pour s'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est la première fois que ça existe dans l'histoire de la présidentielle et de la 5e, qu'il n'y ait pas d'information pour inciter les gens à aller voter. J'ai reçu un truc hier, moi. Oui, mais d'informations de spot, aller voter, etc. Il n'y a rien de cette nature-là de campagne massive. C'est un problème. Ça veut dire que dénonçait ce matin un auditeur qui était Jean, qui était ça veut dire que, en gros, Emmanuel Macron a enjambé les européennes avec le grand débat. Souvenez-vous, c'est sa grande stratégie. Il a enjambé avec la pandémie les municipales, les régionales, et il s'apprête à enjamber la présidentielle avec l'Ukraine. C'est un enjambeur. Tiens, je viens d'inventer ça. C'est pas un jambon, c'est un enjambeur. Et je trouve que il y a quelque chose. Nous les jambons. Il y a quelque chose par-dessus la jambe. Et moi, je peux pas imaginer une minute que les Français accepteront ça. On verra ça aussi dans quelques jours, probablement avec l'annonce ou pas de sa candidature. Enfin, il y aura sa candidature, mais après, quand est-ce qu'il l'annoncera et comment ensuite il la fera vivre, ça c'est autre chose. Évidemment, sur Sud Radio, on la fera vivre dans un instant, parce que ça reste sur l'Ukraine, la Russie, on vous dira tout. Restez bien avec nous pour tout savoir avec notre invité tout à l'heure, Alexandre Jevakov. Voilà, c'est ça. Qui est un ancien conseiller ministériel et membre de l'Union de la noblesse russe. Voilà, c'est ça, et qui a écrit plusieurs ouvrages autour de la Russie, et il va tout nous dire. On va remonter et on va refaire un petit peu l'histoire avec lui. Ce sera particulièrement intéressant. Je pense qu'il y en a besoin dans la vérité en face. Mais dans un instant, on va revenir sur un des sujets du moment qui reste très fort. C'est les parrainages. Bien sûr, et avec la suspension de sa campagne par Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle a raison ou elle a tort? Eh bien, vous avez la parole. 0826 300 300. Absolument. Restez avec nous, 9h19. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h21, la suite des grands débats avec toujours Éric Revel, Françoise de Gois, vos appels 0826 300 300. On va revenir sur les parrainages puisque Marine Le Pen a décidé de suspendre sa campagne tant qu'elle n'aurait pas ses parrainages. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution? C'est la question du jour, ou plutôt non, ou sans avis? Vous dites que c'est une bonne solution à 63%, et Jean-Yves nous dit elle ne devrait pas avoir à le faire. Les maires et les conseillers généraux ont un devoir citoyen de parrainage. Et je rebondis sur ce que disait Stéphane Le Foll, qui lui pointait plutôt la responsabilité des candidats, plutôt que les maires. Il disait avant de se lancer, il faut bien vérifier qu'on aura éventuellement les 500. Il est un peu gonflé. Franchement, il est vraiment gonflé, Stéphane Le Foll. Avec toute la sympathie que je peux avoir pour lui, mais vraiment, il est gonflé. Parce qu'il connaît très bien le fonctionnement. Il sait parfaitement, parce que c'est une de ses idées, la levée de l'anonymat en 2016. Pourquoi est-ce que François Hollande fait lever l'anonymat? C'est pour empêcher Marine Le Pen et accessoirement Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir leur parrainage. Donc, Stéphane Le Foll, qui participe à l'époque, il est ministre, qui est un apparatchik comme rarement on en a connu. Porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement, que je connais très bien et que j'apprécie énormément. Il peut pas arriver, minauder chez nous le matin en disant là, c'est la faute des candidats. Non, il sait très bien ce qui se passe localement. Il sait très bien que quand vous êtes un baron socialiste ou vous êtes un baron les républicains, il sait très bien qu'à un moment donné, si vous avez vent d'un petit maire
qui veut donner son parrainage ou à Zemmour ou à Le Pen, ou bien à Jean-Luc Mélenchon ou Christiane Taubira, vous vissez, vous fermez le robinet. Si Stéphane Le Foll est capable de nous regarder droit dans les yeux, de dire je n'ai jamais fait ça, c'est la faute des candidats, c'est faux. Et le problème est là, c'est que c'est un dysfonctionnement démocratique total. Il y a des maires qui le disent clairement, et en plus ils le disent pas parce qu'ils veulent glisser qu'il y a des chantages aux subventions avec les grands partis qui sont encore extrêmement présents localement dans les territoires, c'est-à-dire la droite et la gauche. Donc Stéphane Le Foll, j'ai entendu son discours, mais je crois que ça n'est pas vrai. Alors, qu'en pense le standard 0826 300 300 avec Leïla qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Leïla. Bonjour Leïla. Leïla, vous êtes avec nous? Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, je m'interroge. Alors je suis maman de 2 enfants et je suis vraiment très inquiète à propos de ce qui se passe actuellement, éventuellement de notre démocratie, la démocratie de notre belle nation. Oui. Alors j'ai été par souci justement de l'avenir de nos enfants voir qu'est-ce que mon maire a parrainé, puisque maintenant c'est public. Hein. Oui. Donc mon maire particulièrement n'a parrainé personne pour l'instant. Et j'ai été voir la ville de mes parents. Et là je suis surprise. À Coulommiers dans le 77 en Seine-et-Marne, la mairesse a parrainé Monsieur Macron. Alors ma question est comment des maires, et j'ai vu que dans les alentours il a eu 1493 parrainages, comment quelqu'un peut être parrainé sans être candidat, du moins officiellement. On sait tous qu'il va être candidat, enfin je suppose, enfin c'est que des suppositions, mais il n'a rien déclaré. Donc pour moi, citoyenne aujourd'hui, Macron est en train de faire la candidature avec le chéquier de notre argent public. Ouais. Et avoir des parrainages, donc des maires qui se déclarent, ils s'en cachent même plus. Ils sont obligés de le déclarer. C'est pas qu'ils s'en cachent pas, mais c'est qu'ils sont obligés parce que c'est la loi. Non mais ce que dit Leïla, effectivement. Oui, mais Patrick Vignal, j'en ai parlé avec lui hier. Patrick Député de la République en marche. Député de la République en marche, pour vous répondre Leïla. Il avait donné son parrainage à Emmanuel Macron et aujourd'hui il le regrette en fait. Il est exactement. S'il avait été dans cette position, lui il aurait donné son parrainage ou à Taubira ou à Mélenchon, plutôt sa famille d'origine, vous voyez. Et il disait hier très clairement, je regrette en fait d'avoir donné à un candidat qui croule sous les parrainages, alors qu'on a besoin de diversité. Et il était très. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée de Bayrou est quand même excellente, de la banque où il récolte un volant de signatures, parce que pour certains maires, ça va être quand même assez compliqué de parrainer Éric Zemmour qui défend la mémoire du maréchal Pétain. Non, mais vous comprenez qu'aussi, il y a un problème, il y a un problème moral. Il en a parlé en disant, excusez-moi, je vous ai coupé. Il en a parlé en disant qu'il y a eu un maire qui lui a donné officiellement son parrainage et qu'il a été menacé de ne pas avoir de subvention. Mais où sommes-nous? Est-ce que nous sommes toujours en France? Je vous pose la question, vous journalistes, que je vous suis souvent et que vous êtes impartiaux. Où sommes-nous? Il faut qu'on change ce système. Non, mais c'est vrai, il faut revoir le système. Hier, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, Leïla, nous avions un professeur de droit constitutionnel et qui a écrit un manifeste pour revoir un petit peu la démocratie. Il appelle ça la démocratie continue. Et il disait notamment que lui, il était contre ce système de parrainage et il était pour un nouveau système avec des citoyens. C'est-à-dire qu'il faudrait atteindre 150 000 signatures, mais 150 000 signatures en plus d'une trentaine ou d'une cinquantaine de départements différents, pour ne pas que ce soit en fait aussi quelque chose de complètement. Monsieur Philippot avait proposé également. Malheureusement, il n'est plus candidat. Oui, mais on peut panacher aussi, on peut avoir des élus. Sûr, on peut faire je crois que l'idée vraiment, c'est qu'on peut pas. Écoutez, moi, je crois que la République française et la nation française elle est assez forte, solide sur ses valeurs et elle est suffisamment solide, contrairement à ce qu'on croit, pour pouvoir englober l'ensemble de candidats. C'est ce que moi je crois. Éric Revel, est-ce que vous pensez qu'elle a raison, Marine Le Pen, de suspendre, ou est-ce qu'il y a en fait aussi derrière tout ça de la com ou pas, ou c'est sincère? Non, moi je crois pas. Je crois qu'il y a un vrai affolement au Rassemblement national pour une raison très simple. C'est que vous avez 2 candidats qui sont à peu près... 3 même. Vous avez vu que Dupont-Aignan a ses parrainages. Attendez Françoise, si je peux me permettre. Vous avez 2 candidats qui sont sur le même terrain, c'est-à-dire le terrain du national, c'est-à-dire Zemmour et Le Pen. Et donc, en fait, c'est pas comme les Tipins, ils n'ont pas multiplié la possibilité d'avoir des parrainages. Je pense qu'il y a un vrai danger. Mais attention, d'abord, j'aurais dire que les propos de Stéphane Le Foll
paroles sont indignes. C'est de la politique politicienne, politicard dont on veut plus. Il a mis en place un système et il s'étonne que les gens n'aient pas leur parrainage. Mais là, les socialistes nous parlent plus de défendre la démocratie. Là, c'est autre chose. Alors que c'est lui qui a effectivement inspiré ça à François Hollande, la levée de l'anonymat des parrainages des maires. Bon, je ferme la parenthèse parce que ça m'a mis en rogue. Mais où il y a peut-être un mauvais calcul quand même de la part d'Emmanuel Macron, c'est que si l'un des deux candidats nationaux, comme on dit, Le Pen et Zemmour, n'a pas ses parrainages, ce qui risque de se passer, c'est qu'au premier tour, celui qui les aura, ou de Le Pen ou de Zemmour, sera en tête du premier tour. Parce que vous avez eu la création d'un réservoir de vote avec cette candidature Zemmour qui n'existait pas. Là où le vote national faisait 27-28, maintenant on est plutôt à 32-33. Donc ça veut dire qu'avec un étiage de 30, s'il y a un seul des deux candidats qui s'en sort et qui a des parrainages, ce qui serait illogique et qui serait pas du tout, à mon sens, à l'honneur de la démocratie française, mais en tout cas, ça permettrait, et ça ce serait comme la grande nouveauté, d'avoir le candidat du camp national en tête du premier tour devant Emmanuel Macron. Très largement, surtout. Très largement, avec des scores supérieurs à Sarkozy en 2007. Donc, ce qui fait qu'une capacité d'entraînement et de dynamique incroyable pour le second tour. Non, mais voilà, ça s'appelle vraiment jouer avec le feu. Exactement. Enfin, pour moi, c'est le feu. On va suivre en tout cas ce feuilleton et donc on rappelle que la date limite pour le dépôt de ces parrainages, c'est le 4 mars. Vous n'avez pas parrainé, c'est-à-dire la semaine. Non, j'ai pas encore parrainé. Moi, je parraine Cécile de Ménibus. Voilà, c'est ça. Vous avez raison. Vous avez du goût, Françoise de Gois. Merci de tous vos appels.